Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Pierre Mathiot. Pierre Mathiot est professeur d'université, c'est l'ancien directeur de Sciences Po Lille, mais surtout il a remis le 24 janvier dernier un rapport à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, un rapport proposant de réformer le bac. Alors ce rapport a fait couler beaucoup d'encre. Pour l'écrire, Pierre Mathiot a auditionné de très nombreux acteurs du secteur. Il propose notamment de revenir sur les filières actuelles, L, ES et S, pour les remplacer par un simple système de majeurs et de mineurs. Également de remplacer les épreuves d'aujourd'hui par 5 épreuves finales, parmi lesquelles un grand oral, le reste étant assuré par des épreuves ponctuelles le long du reste de la scolarité ou alors un contrôle continu. Dans l'ensemble, ces mesures reprennent plutôt le programme d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle et recueille l'assentiment de la droite. Tout de suite donc, retour à l'audition de Pierre Mathiot devant la Commission de la Culture du Sénat. Je vais juste resituer les choses rapidement. Le point de départ de la mission qui m'a été confiée par le ministre, c'était bien sûr les engagements du président de la République durant la campagne présidentielle, qui étaient en fait assez simples sur ce sujet, puisqu'il s'agissait de simplifier, de redynamiser le baccalauréat en réduisant de façon assez drastique le nombre d'épreuves, puisque 4 en terminale. Aujourd'hui, vous savez que c'est 12 en moyenne, entre 10 et 16 d'épreuves terminales du bac. Donc réduire drastiquement le nombre d'épreuves terminales et instiller une dose, non pas de proportionnelle, mais de contrôle continu dans le bac. C'était ça, en fait, la lettre de cadrage très générale, qui avait été un peu confirmée ou complétée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale du 4 juillet. Donc moi, j'ai eu une lettre de mission qui porte sur le baccalauréat, la réforme du baccalauréat, dans le sens que je viens de tracer rapidement, et ses éventuelles implications sur l'organisation du lycée. J'y insiste, c'est réforme du bac, et d'ailleurs la communication que le ministre fera le 14 février en Conseil des ministres portera d'abord sur la réforme du baccalauréat et ses implications sur la réforme du lycée. C'est très important à rappeler. Donc j'ai travaillé depuis le début du mois, enfin officiellement depuis le début du mois de novembre, mais je savais un petit peu avant que j'allais être nommé, donc j'avais révisé et j'avais lu en effet beaucoup de rapports, parce que c'est un domaine qui a été labouré et relabouré depuis très nombreuses années. Et d'ailleurs finalement le rapport que j'ai remis, je me demande finalement ce qui est franchement original, parce qu'il y a quand même aussi une espèce de retour historique sur, je parlais tout à l'heure, sur un certain nombre de tentatives disons dans les années 2000 qui malheureusement n'ont pas marché, et bien sûr je me suis beaucoup inspiré à la fois de ce qui était proposé et aussi inspiré de ce qui avait expliqué l'échec, parce qu'il faut aussi faire attention à ça. On verra bien demain dans les manifestations, mais voilà, donc j'ai travaillé là-dessus. On a fait plus d'une centaine d'auditions, ce qui est beaucoup sur un laps de temps assez court. J'étais épaulé par 4 inspecteurs généraux, 2 hygiène et 2 inspecteurs généraux d'administration, et par les équipes de la DGESCO. On a fait plus d'une centaine d'auditions. On a fait 3 déplacements en académie, donc Marseille, Lille et l'académie de Besançon, dont je suis originaire, même si je suis lillois par ailleurs. On est allé dans mon lycée d'origine, à Valentinier, dans le Doubs. Voilà, on a aussi fait, le ministère a fait une consultation des lycéens, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, sur un laps de temps qui était assez court. Il y a quand même eu 46 000 réponses. Alors évidemment, rapporté au nombre de lycéens, c'est pas énorme, mais quand même, c'est un chiffre assez intéressant. Voilà, donc il y a eu un certain nombre d'éléments comme ça qui ont été collationnés. On a beaucoup aussi regardé ce qui se faisait à l'étranger, parce qu'on a quand même une tentation hexagonale qui consiste à considérer que notre système, évidemment, est exemplaire en tout et partout. Donc on est allé regarder quand même ce qui se passait à l'étranger. Et c'est vrai que par exemple, si on prend le grand oral, parce que je propose d'appeler le grand oral, mais bon, évidemment, il y a un point de repère du côté du colloquio en Italie, mais pas que. Et puis on a regardé ce qui se passait en Allemagne. On a porté un regard vers l'international, d'abord pour regarder comment le bac ou l'équivalent du bac était délivré dans ces pays-là, mais aussi parce qu'on a été très attentif dans le rapport au fait que le bac français est un vecteur de notre visibilité internationale. Il y a énormément d'étudiants internationaux qui passent le bac français, notamment dans les lycées de la EFE et de la mission laïque française, et donc il fallait faire attention en le faisant évoluer de ne pas perturber la manière dont le bac à la française pouvait être proposé dans les pays étrangers. C'est très important. Ça peut paraître marginal, mais c'est pas anodin. Alors, donc donc logiquement, moi j'ai fait un plan en 2 parties, on ne se refait pas. Une partie sur le bac et une partie sur le lycée, donc évidemment liée à cette transformation proposée du baccalauréat. L'idée en fait de partir du bac n'est pas complètement idiote, dans le sens où
on sait bien que le lycée à la française est très largement organisé par son point d'arrivée qui est le bac. On sait bien que les profs sont là pour préparer leurs élèves et faire en sorte qu'ils obtiennent le bac. Donc la manière dont le bac est organisé, le type d'épreuve qui est proposé, le rythme même du lycée, tout est complètement organisé, structuré par ce qui se passe à la fin, et en ce moment par ce qui se passe sur un laps de temps extrêmement court, c'est en gros le mois de juin de l'année de terminale. Donc on est parti du bac, on a réfléchi, et je vais en parler un instant, aux propositions destinées à faire évoluer le bac, et puis on est remonté, enfin je suis remonté vers le lycée, avec des propositions que certains jugent trop molles, d'autres trop radicales. C'est pas grave, c'est une proposition centriste en quelque sorte, alors qu'ils ne sont pas effectivement anodines, on pourra en reparler, sur, disons, l'impact que ça pourrait avoir sur l'organisation du lycée. J'insiste aussi sur le fait que, vous l'avez dit, j'ai présidé une école, donc j'ai quand même aussi une culture disons, de la gouvernance des établissements, et j'étais très attentif à faire des propositions qui soient faisables. Parce que c'est assez facile de faire un rapport où on s'amuse un peu, et où on tombe à gauche ou à droite, mais on tombe, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas, parce que c'est trop idéaliste ou trop infaisable. Donc moi j'ai été attentif à faire des propositions dont je pense qu'elles sont réalisables concrètement s'il s'agit de les mettre en œuvre, et je pense notamment à la réforme du lycée. Alors, donc sur le bac, très rapidement, je pense que vous avez lu dans la presse des résumés de ce que j'ai proposé, donc c'est de faire ce que le président de la République a demandé, quand même un minimum, donc 4 épreuves terminales en terminale, et une épreuve anticipée en première. Donc ça change pas grand-chose, sauf qu'en première, on va, pour les profs de lettres présents, il est très important de revoir la nature des épreuves. Donc dans la réflexion qui va suivre les annonces du ministre, il y a toute une réflexion sur les programmes, on pourra en parler tout à l'heure, je passe vite, mais il y a quelque chose sur les programmes, et puis il y a aussi sur les épreuves. Et notamment s'agissant du français, il nous est apparu lors des auditions qu'on demande aux élèves de préparer trop de types d'exercices techniques différents, et les profs de français nous ont dit, enfin les profs de lettres nous ont dit que l'année de première se transformait en une espèce de forme de préparation aux exercices techniques qui sont demandés, qui sont trop nombreux, au détriment des enseignements de français et de littérature. Voilà. Donc on va probablement on va proposer de réduire le nombre d'épreuves pour que les élèves se préparent mieux. Donc en français, un oral, un écrit qui comptera pour une note. En terminale, alors, donc les 4 épreuves finales que je propose, là, il y a 2 épreuves qui correspondent aux 2 disciplines de spécialité des élèves ou d'approfondissement des élèves. Donc, par exemple, maths physique ou SES histoire, je ne sais pas, qui se passerait au retour des vacances de Pâques de l'année de terminale, donc de manière notamment à permettre que leurs résultats soient portés à connaissance de Parcoursup. Enfin, si Parcoursup existe encore, mais voilà. Donc d'APB revisité. Et donc au retour des vacances de Pâques, et puis 2 autres épreuves, donc à la fin du mois de juin, une épreuve de philosophie et ce qu'on appelle en l'état actuel des choses le grand oral, sur lequel je pourrais revenir tout à l'heure. Et j'ai proposé que ces 5 épreuves comptent pour 60% du total du baccalauréat, et je pourrais y revenir tout à l'heure. Je propose même dans le rapport, je donne des pourcentages de poids de ces diverses disciplines. Donc ça fait 5 pour 60% du bac. Les 40% qui restent, alors il faut faire attention aux mots qu'on utilise, parce que si je dis contrôle continu, ça renvoie à des choses particulières dans le monde de l'éducation. Donc je crois que j'ai appelé ça des résultats qu'on obtient en cours de cursus, il faut être prudent, donc durant les années de première et de terminale. Donc là, en fait, on est un peu embêté, enfin je suis un peu embêté parce que j'ai pas trouvé le schéma qui me paraît idéal, enfin qui me paraît le plus acceptable. Donc en fait, j'ai proposé trois scénarios différents pour cela. Il y a pas 2 extrêmes, et puis après il y a une position centriste, c'est normal. Il y a que les 40% ce soit des épreuves ponctuelles, donc parce que ça répond à une demande qu'on a souvent entendue en audition, qui est une demande autour du caractère national du baccalauréat, donc supposant des épreuves standardisées, respectant l'anonymat, etc., etc. Donc il faut en tenir compte, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de remarques de cette nature. Donc dans ce cas-là, une réponse, c'est de dire tout le contrôle continu, c'est ça. Ce sont des épreuves ponctuelles. Le risque de cela étant de transférer en charge administrative ce que l'on a gagné, ce qu'on va gagner au mois de juin, le retransférer à d'autres moments de l'année. Donc on a beaucoup notamment discuté avec les syndicats de proviseurs pour essayer de réfléchir à des solutions techniques, hein. Une espèce de bac blanc
XXL, il y a des bacs blancs standardisés, hein. Enfin bon, voilà. Et puis à l'autre bout, l'autre solution très simple, de l'autre côté, mais qui pose beaucoup de problèmes, c'est de dire les 40%, ce sont les bulletins des élèves. Ce sont les résultats que les élèves obtiennent en classe. Donc ça, c'est très très positif en termes d'allègement, alors là pour le coup drastique, du travail organisationnel que suppose le baccalauréat aujourd'hui. Mais la contrepartie, c'est qu'à ce moment-là, on est sur un baccalauréat qui n'est plus du tout, enfin qui ne respecte plus ou plus beaucoup les critères d'anonymat pour les élèves et pour les établissements. Donc ça pose problème, même si dans le rapport, je rappelle que 50% des bacheliers généraux et technologiques aujourd'hui sont admis dans l'enseignement supérieur dans des filières sélectives sur des critères qui sont tous sur des critères d'anonymat, hein, puisque aujourd'hui, quand on est pris en classe prépa, en BTS, en IUT, etc., on est pris, c'est la note donnée par le prof, c'est l'évaluation du prof et le jury, enfin les collègues qui admettent les élèves le font en connaissant le bac, le lycée, etc., etc. Ça pose beaucoup de problèmes. Ironiquement, la prise en compte des bulletins semble susciter plus de réactions dans le lycée de centre-ville. Et finalement, quelque part, on pourrait dire que la prise en compte des notes de bulletins serait plutôt favorable à l'égalité des chances, paradoxalement, puisque, on le sait bien, on obtient tendanciellement des notes supérieures dans les lycées dits disons d'éducation prioritaire, mais ça n'existe plus dans les lycées, que dans les lycées de centre-ville. D'ailleurs, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous remarquez que les élèves qui réagissent pour le critiquer ont des prénoms qui renvoie plus au centre-ville, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il y a ça. Alors évidemment, il y a une solution médiane ou centriste qui consiste, alors, évidemment, qui est ma préférence en bon centriste, qui consiste à j'ai regardé le rapport de force dans la commission avant de venir, et donc de dire que je proposais moi de prendre 30% des épreuves ponctuelles et 10% les bulletins. Alors moi j'utilise une expression, si je peux me permettre, qui est de mettre le pied dans la porte à l'édition des bulletins, de le prévoir, et ça aurait au moins une vertu. D'abord, si c'est que 10%, ça ne pèse pas d'un poids dirimant, comme disent les juristes, et surtout ça peut permettre, dans ce cas-là, dès lors qu'il y aurait un bulletin qui viendrait au mois de juin de la classe de terminale, ça permet de régler un problème extrêmement important dans les lycées, qui est l'assiduité jusqu'au bout du cursus. Parce que si les élèves ont un bulletin tout à la fin de leur cursus, eh bien ils vont en cours jusqu'au bout, même si le poids est très très marginal. Et ça, les syndicats, voilà. Alors là, pour le coup, on reconquiert effectivement le mois de juin. Et là, les syndicats, y compris assez attachés au caractère national du baccalauréat, là, ils trouvent que c'est pas du tout sans intérêt. Voilà. Donc ça, c'est dans la main du ministre, voire du président de la République sur ce point-là. Alors, je termine rapidement donc sur le baccalauréat en disant qu'il y a deux petites choses qui sont pas anodines quand même que je propose également. La première, c'est de mettre en place un supplément au diplôme. Alors pour résumer très très vite, aujourd'hui le bac, c'est un relevé de notes, une moyenne, une mention, ou pas de mention. Une mention pour 52% des élèves quand même, hein. Et ça n'a cessé de s'accroître. Et pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, les points supplémentaires, les coefficients bizarres sur les épreuves facultatives, bon, entre nous, tout ça risque de disparaître puisque ça sera pris en compte dans le contrôle continu. Donc on va avoir une opération de vérité des prix sur les mentions, probablement pas sur le taux de réussite au bac, mais en revanche sur les mentions. Parce qu'aujourd'hui, les mentions sont obtenues très largement sur les points facultatifs. Et bon, voilà. Alors, supplément au diplôme, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand vous êtes sur Parcoursup, vous le savez, enfin vous le savez pas, mais si, vous le savez, c'est que les élèves peuvent remplir sur la base du volontariat des informations sur tout ce qui concerne l'environnement de leur cursus. Ça se fait de manière volontaire, ça n'est pas contrôlé et ça concerne tout ce qu'ils font en dehors. Donc pour moi, très clairement, c'est un outil d'inégalité sociale. Plus évidemment la lettre qu'ils peuvent ajouter, qui est souvent rédigée par les parents. Bon, donc l'idée de ce supplément au diplôme, c'est de prévoir qu'en plus de la collante de notes, il y ait un autre document officiel qui collationne à la fois les compétences acquises, parce qu'une note ne rend pas nécessairement compte des compétences acquises, donc des compétences acquises, et qui indique également tout ce que le lycéen aura fait dans le cadre ou dans l'environnement de son cursus au lycée. Le stage qu'il aura pu réaliser, le mentorat en terminale des élèves de seconde, enfin bien sûr, s'il a été élu du CAVL, s'il a participé à l'équipe de foot de son lycée, oui, il y a des choses qui sont liées au lycée qui seront un document officiel et institutionnel. Et évidemment, si on arrive à faire qu'il soit finalisé, on va dire au moment du retour des vacances de Pâques, à ce moment-là, il pourrait être porté à connaissance de Parcoursup, mais vous voyez, ce sera un document officiel, estampillé du CNAT et pas estampillé je renseigne moi-même et je raconte un peu n'importe quoi. Et en plus, les collègues du SUP n'ont absolument pas la possibilité de vérifier. Donc, ce supplément au diplôme. Et l'autre élément dont on a un peu parlé, et moi qui me paraît intéressant, c'est de transformer de façon assez radicale le rattrapage. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le rattrapage, c'est de 5 à 6 jours encore de fonctionnement du lycée au mois de juillet, dans des conditions un peu particulières, pour que 7 sur 10 à peu près le réussissent.
Et donc moi ce que je propose, c'est pas la suppression du rattrapage comme l'ont écrit certains, c'est sa transformation en un examen du dossier des élèves entre 8 et 10 sur la base du livret scolaire. Bien sûr sur la base de l'assiduité, et pas simplement le livret scolaire. Par exemple, je l'écris dans le rapport, de regarder si le rattrapage s'explique par une note, disons, aberrante en épreuve finale par rapport aux résultats obtenus pendant le cursus. Ça serait le jury du baccalauréat qui déciderait d'octroyer ou pas le baccalauréat aux élèves entre 8 et 10. Sur cette base-là, on y gagnerait 6 jours, enfin les lycées y gagneraient 6 jours de fonctionnement. Ça permettrait quelques petites économies qui devraient, à bon compte, permettre de passer au numérique, hein, de financer quand même enfin la numérisation des copies, il y en a qui connaissent, hein, aussi tout bêtement de financer les convocations des élèves par smartphone ou par Internet plutôt que par courrier postal, parce qu'on en est encore là aujourd'hui, hein, les profs et les élèves. Hein. Donc on y gagnerait. Donc vous voyez, par rapport à ceux qui pensent qu'on veut faire des économies sur le bac, je crois que c'est les rares économies qu'on peut faire. Ça ne coûte que 80 millions rapportés au budget du lycée. Ça serait probablement à être réinjecté dans une forme de modernisation de process qui sont aujourd'hui quand même, donc j'ai découvert qu'ils étaient un peu, disons, anciens. Hein. Voilà, donc ça c'est les deux petites choses à part. Et je pense que c'est... Alors, pourquoi ça peut être intéressant ce que je viens de dire sur le rattrapage? C'est qu'on a constaté quand même que le rattrapage, il bénéficie quand même souvent à des élèves qui n'ont rien fichu pendant l'année, qui donc ont eu de très mauvaises notes, se rattrapent parce que évidemment ils ont eu 3, donc s'ils ont 9, on fait la différence, et ça bénéficie beaucoup moins à des élèves de milieux modestes, besogneux, qui ont eu 8 toute l'année, et qui, comme ils ont eu 8, il faut qu'ils aient 11, 12 ou 13 pour se rattraper, ils ne se rattrapent pas. Donc je trouve qu'en termes, on va dire presque moral, de valoriser cela, on risque de ne pas avoir les mêmes qui obtiendront leur bac au rattrapage qu'aujourd'hui. Donc je trouve que c'est plutôt, pour le coup, c'est pas centriste, c'est plutôt, disons, je sais pas où, enfin, vous voyez, bon, je sais pas, oui, bon, je fais attention, je suis au Sénat, qui était une instance, voilà. Mais bon, parce qu'il faut essayer de donner des gages de tous les côtés. Oui, voilà, tout à fait. Et là, c'est le centre. Ouais, c'est une sénateur du Doubs en plein milieu, c'est normal. Bon, donc, voilà, ça c'est pour le bac. Alors, j'y insiste, hein, qu'est-ce qu'on veut faire là? Quand même, on veut lier beaucoup plus le bac à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, hein, je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, le bac compte pour 0 dans l'orientation dans l'enseignement supérieur. 90-95% des élèves, y compris quand APB marche pas très bien, et encore, et ça a bien marché plutôt, ont leur notification d'admission dans le SUP avant même le début des épreuves terminales du bac. Que ce soit en filière sélective ou pas. Les élèves ont leur affectation avant. Le bac compte pour 0, sinon il faut l'avoir. Il faut l'avoir, oui, quand même. Mais aujourd'hui, quand même, on est en train de parler d'un bac, là, général et technologique, 92% des élèves le réussissent. Bon, il y en a qui le ratent, mais 92% des élèves le réussissent quand même. Donc l'idée, là, dans ce que je vous ai tracé à grands traits, c'est qu'on est quand même que 75% des résultats du baccalauréat soient connus de telle manière que ça soit une des informations, comment dire, connues par les collègues d'enseignement supérieur au moment où ils rendront leurs avis s'agissant de l'orientation de l'enseignement supérieur. Donc c'est un changement qui n'est pas anodin. Les autres raisons pour lesquelles on le fait, c'est aussi ce qu'on appelle la valeur certificative du bac. Moi je crois qu'on doit aux gamins le fait, bien sûr de le réussir, mais de le réussir dans des conditions certificatives qui correspondent un peu plus à leur niveau réel. C'est-à-dire qu'on a aussi quand même beaucoup d'élèves qui les réussissent avec des moyennes un peu aberrantes par rapport à, alors je vais dire des mots, à leur niveau réel, et ça provoque quand même des situations bizarres dans l'enseignement supérieur lorsque des élèves qui ont eu de très très bonnes notes au bac, une mention plutôt pas mal, se prennent la porte dans le nez parce qu'ils n'étaient en fait pas préparés, et il y a de l'échec aussi paradoxal d'élèves qui sortent du lycée avec un bac obtenu dans de très bonnes conditions et qui s'effondrent dans l'enseignement supérieur parce qu'en réalité ce bac avait été obtenu dans des conditions un peu particulières. Donc valeur certificative, et puis bien sûr la simplification, mais ça j'en ai parlé, qui n'est pas anodine. Alors si on descend on monte vers le lycée, en un mot, d'abord je le rappelle, on peut probablement faire cette réforme sans toucher de façon structurelle au lycée. Et d'ailleurs c'était une partie de la commande, c'est qu'on puisse à un moment ou à un autre déconnecter les deux. Donc on peut le faire, ça me paraît assez évident, même si moi, à titre personnel, je pense qu'il faut aussi faire évoluer le lycée, bien évidemment, autrement on va rater une partie des choses. Alors sur le lycée, moi, ce que j'ai proposé, très simplement, c'est de fonctionner en 3 unités de formation. Alors évidemment, je me suis un peu inspiré d'abord d'autres choses qui s'étaient faites dans le passé, mais pas que. Et je me suis aussi inspiré évidemment du modèle un peu universitaire, 3 unités. Alors j'ai proposé, moi, à titre personnel, attention, la semestrialisation du lycée. Je fais attention puisque semestrialisation égale j'ai toujours pas compris, mais semestrialisation égale annualisation des services égale warning qui s'allume et risque majoré de mouvement social. Je sais pas pourquoi, j'ai pas très bien compris, mais bon, passons. Donc sur 6 semestres avec 3 unités. Les unités étant très simplement
une unité du tronc, enfin une unité générale. L'idée quand même, c'est que le lycée, c'est aussi le lieu de l'acquisition d'une culture commune. Donc un tronc commun, des disciplines que les élèves font ensemble, mais bien entendu avec des programmes qui peuvent ou qui doivent être différents. J'y reviendrai si vous le voulez après, mais en tout cas des disciplines jusqu'au bout. Bien sûr. Alors après, il y a des débats. On a eu beaucoup de débats dans la commission. L'histoire-géographie jusqu'au bout de la terminale. Est-ce qu'il faut un enseignement de sciences jusqu'en terminale pour tous? Moi, je crois que oui, parce qu'il y a quand même des enjeux de former des littéraires aux sciences, notamment pour les professeurs des écoles. On a quand même des problématiques comme celle-là, autour des fake news. On a beaucoup d'enjeux autour de ça. Bon, passons. Ensuite, une unité que j'ai appelée d'approfondissement et de complément, qui est un peu la partie un peu modulaire. J'utilise le thème avec prudence de ce bac, c'est-à-dire la possibilité là pour les élèves de faire des choix, d'approfondir certaines disciplines, parce que là il faut quand même qu'on réponde à une demande récurrente de l'enseignement supérieur. Oui, c'est un problème d'équilibre en fait. C'est que j'essaye de répondre par avance aux critiques que je vais recevoir. C'est que, en fait, quand on regarde un élève à la fin de la seconde, j'ai un peu d'expérience, c'est qu'on a à la fois des élèves qui savent déjà plus ou moins ce qu'ils veulent faire, qui ont déjà envie passez-moi l'expression, de manger certaines disciplines beaucoup, puis d'autres qui sont hésitants. C'est clair, c'est des questions de maturité. Et puis parmi eux, il y en a beaucoup qui veulent changer ensuite, qui partent en première, puis ils veulent être médecins, et puis pendant la première, ils veulent être cuisiniers. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut essayer de répondre à cela. Donc y répondre comment? En permettant, c'est à la mode, un droit à l'erreur, donc en permettant aux élèves de changer éventuellement de cours en cours de cursus de première et de terminale. C'est compliqué, mais j'ai fait des propositions là-dessus. Et puis en permettant à des élèves, alors moi j'ai utilisé l'expression d'un côté, des élèves qui peuvent suivre un cursus de sciences étoile, donc manger beaucoup d'heures de sciences déjà parce que ça les intéresse. Et on a quand même eu beaucoup dans les auditions de remarques de nos collègues, pas que des sciences d'ailleurs, et pas que de prépa, collègues en fac de médecine, en fac de droit, en fac, qui nous disent les élèves arrivent et la première année post-bac, on doit les remettre à niveau ou les mettre à niveau. Donc que ces élèves-là puissent être déjà à un certain niveau et que les autres puissent, comme je le dis souvent, traîner intelligemment leur hésitation. Oui, parce qu'on a plusieurs catégories d'élèves, il y a une diversité d'élèves, et ceux-là, voilà, la possibilité que ce qu'ils choisissent comme enseignement ne les bloque pas par rapport à Parcoursup. Ce qui fait qu'évidemment, moi, dans le rapport, et également dans les médias la semaine dernière, j'ai énormément insisté sur le fait que les fameux attendus de l'enseignement supérieur ne devaient pas être des attendus bloquants. C'est-à-dire qu'un élève peut quand même avoir fait plutôt une spécialisation en sciences au lycée, et puis finalement demander à un fac de droit. Sinon, si c'est pas ça, si c'est pas ça qui se passe, on va faire descendre le stress quand même de plus en plus délirant qui existe aujourd'hui au moment de Parcoursup, on va le faire descendre à la fin de la seconde. Voilà, donc ça ne serait pas quand même très très sain, me semble-t-il, par rapport à la jeunesse de ce pays. Bon, passons. Puis la troisième unité que je propose de mettre en place, c'est ce que j'ai appelé moi unité d'accompagnement ou unité orientation et projet. Une espèce d'AP revisité pour ceux qui connaissent, parce qu'aujourd'hui l'AP est quand même une AP très disciplinaire, où les profs en fait en profitent pour finir les programmes, dont ils disent qu'ils sont trop lourds et dont ils ne savent pas les alléger, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur général? Et donc, notamment en histoire. Mais comment dire, donc l'idée quand même, le constat, c'est que l'enseignement supérieur, que les élèves au lycée sont très marginalement préparés à l'enseignement supérieur, aussi bien en termes d'information. Et ça, c'est quand même un élément de démocratisation essentiel, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, moins on est informé par le lycée lui-même, et plus cette information se passe par des mécanismes de coaching, de choses privées qui accentuent les inégalités, clairement. Donc il faut qu'on internalise l'information sur l'orientation si on veut que le lycée soit le lycée de l'émancipation pour tous. Aujourd'hui, ça c'est pas le cas, il faut quand même le dire. Donc l'information sur l'orientation, l'information sur les méthodes de l'enseignement supérieur, parce que beaucoup d'élèves échouent dans l'enseignement supérieur parce qu'ils ne sont pas préparés à prendre des notes en cours, ils ne sont pas préparés à l'autonomie, à aller en cours quand ils ne sont pas obligés d'y aller. Les parents ne reçoivent plus de SMS d'alerte. Et puis aussi, bien sûr, de l'information plus précise. Moi, j'ai proposé, par exemple, que, alors ça ne vous a pas échappé puisque vous connaissez ça par cœur, c'est que les 4 filières les plus demandées, si on part du principe que aujourd'hui, là, au moment où on se parle, un peu moins de 50% des bacheliers généraux et technologiques demandent une première année de licence, vont en première année de licence. Moins de 50% aujourd'hui. Ça devrait quand même tous nous interpeller. Et le système qui croît le plus vite aujourd'hui en France, c'est le privé lucratif. C'est même pas le privé sérieux, c'est le privé lucratif. Donc c'est quand même quelque chose qui devrait nous interpeller, y compris dans les milieux modestes, où on pense qu'en payant 5 000 €, et là on a un enjeu extrêmement important. Et donc, je crois que les 4 filières facultaires les plus demandées, c'est quoi? C'est STAPS, psycho, médecine, droit. 4 qui ne sont pas enseignées.
Alors moi, quand mes collègues, profs d'histoire, de SES, de philo me disent renforcement de nos disciplines, je leur dis oui, mais alors plus on les renforce, moins il y a d'élèves en première année de licence. Donc interrogez-vous. Donc l'idée quand même, par rapport à ces 4 disciplines dont je viens de parler, c'est que pour réguler les flux, de façon intelligente, pas pour sélectionner, mais pour réguler les flux en amont. Je pense que si on arrive, en lien avec le SUP, à faire en sorte que des vrais faux cours soient organisés de manière routinière, y compris par des tutoriels ou par des MOOC ou par de la visioconférence, que les élèves, à partir de la première, ils puissent bénéficier, voilà, ici, un prof ou un doctorant en droit vient faire un cours de droit de première année, un cours de psycho, un cours de médecine. Moi, je suis complètement convaincu que beaucoup d'élèves vont se rendre compte. Alors, ça va en conforter certains dans leurs vœux, et donc c'est parfait. D'autres vont se dire, mais c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Et on va avoir ce type de régulation qui va se faire par la prise en compte de cela. On a beaucoup d'élèves, moi je peux vous faire une confidence, j'ai un fils qui est en première année de psycho, il n'avait jamais fait de la psycho de sa vie, les gamins votent avec leurs pieds. Ils sont 60 en TD en début d'année, parce que les collègues du SUP savent qu'au bout de 6 mois, ils seront 30. Donc ils font des groupes à 60, en sachant que ça va être la sélection naturelle. Et il me le dit, c'est les bacs techno qui sortent, puis les bacs pro, puis les bacs techno, qui ne sont pas très nombreux. Les bacs pro, ce n'est pas un enjeu, ils sont 7% en licence, mais ils sortent en premier, puis les bacs L, parce qu'il y a des stats. Voilà. Donc, et moi je crois que l'enjeu, en fait, moi à quoi je suis le plus attaché, c'est en partie pour ça que le ministre m'avait proposé je pense cette mission, parce que j'ai monté un programme de démocratisation dans mon école à Lille, c'est qu'il faut qu'on réussisse absolument, qu'on relève absolument ce pari presque pascalien de l'accompagnement et à l'orientation. Parce que franchement, aujourd'hui, c'est le premier élément, je pense, à la fois donc d'échec, il faut quand même le dire, hein, d'échec en première année de licence, et aussi globalement d'accroissement des inégalités face aux études supérieures. Très clairement, hein, sinon c'est les enfants de profs qui sont les mieux orientés, évidemment, puisque leurs parents, même si les profs par ailleurs vous disent qu'ils ne sont pas capables d'accompagner leurs élèves, mais visiblement ils sont plus quand même capables d'accompagner leurs enfants, donc qui ne sont pas leurs élèves. Mais voilà, donc on a cet enjeu-là, je pense, à relever. Donc moi j'ai proposé un volume horaire sanctuarisé dans les cursus, qui devrait aussi servir à préparer au grand oral, je reviens là-dessus, parce qu'évidemment, l'oralité, moi, me semble être une compétence qu'il faut absolument intégrer au cursus du lycée. Bon, elle est un peu intégrée au cursus du collège, hein. Bien sûr, c'est une épreuve qui est, d'ailleurs comme toutes les autres, hein, inégalitaire. Hein. Je ne pense pas, par hypothèse, qu'un grand oral soit plus inégalitaire qu'une épreuve de philosophie à l'écrit. Je ne suis même pas sûr que l'oral soit plus discriminant socialement que l'écrit, mais il faut y préparer. Tous les élèves, hein, qu'ils soient de centre-ville et donc ça veut dire qu'aussi, si on a un volume horaire de cette unité d'accompagnement assez costaud, eh bien qu'une partie de ce volume horaire serve à préparer les élèves à ce grand oral. Le grand oral, faut pas jouer de mots. Je pense pas que le grand oral, que l'oralité soit absolument nécessaire en licence. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a tellement d'élèves que les collègues n'ont pas le temps de vérifier l'oral. Hein. Donc l'oral devient important alors dans les écoles, en prépa, parce qu'il y a des cols, ou alors au niveau master. Mais si vous voulez, l'oral ou l'oralité, elle est importante je me suis permis de citer Jean Zay dans mon rapport, elle est importante dans la vie sociale, dans la vie citoyenne, et bien sûr pour les langues. Alors, j'ai pas parlé des langues, parce que Madame la Présidente est prof d'anglais. S'agissant des langues, juste deux mots. Un, c'est qu'on propose de mettre en place une certification en langue. Alors si possible, Made in Éducation nationale, parce que dans les autres pays qu'on a regardé, cette certification, elle est en fait, c'est du privé, et qui est labellisé par l'État. Donc j'espère qu'en France, on est peut-être capable de faire une certification à Éducation nationale. Et l'autre point que je voulais dire sur les langues, parmi les Waterloo que j'ai subis, peu, hein, mais quand même, c'est que sur les langues, le constat que je fais, moi, à titre personnel, c'est que quelques années après la sortie du lycée, beaucoup d'élèves sont nuls dans les 2 langues qu'ils ont suivies au lycée, hein, et notamment les élèves de milieu modeste, parce que c'est très compliqué pour eux, d'abord, d'avoir un niveau de maîtrise tout à fait satisfaisant du français, il faut quand même le dire, hein, soyons entre nous, et puis 2 langues, ça les met en difficulté. Donc moi, à un moment donné, j'avais proposé que les élèves fassent une première langue et puissent enclencher la deuxième en cours de lycée dès lors qu'ils auraient passé un test de positionnement, qui aurait montré qu'ils avaient atteint un certain niveau de LV1, et à ce moment-là, ils enclenchaient la LV2. Et là, alors je me suis heurté au Quai d'Orsay,
charte européenne des langues. Si on fait ça, les Roumains ne feront plus de français. Et puis également les profs de langue qui m'ont expliqué que, enfin, voilà, qui pensaient qu'ils étaient de mauvais enseignants. C'était pas le problème, c'était que donc j'ai dû là revenir un tout petit peu en arrière, mais je m'en suis sorti par une petite pirouette en mettant anglais, en mettant pas LV1 et LV2, mais en mettant anglais et LV1. En considérant qu'il fallait aussi assumer le fait aujourd'hui que l'anglais était une langue véhiculaire, une langue de communication, et de facto, de toute façon, je crois qu'en France, aujourd'hui, 95% des élèves font anglais en LV1, et puis symboliquement, ça permettait à d'autres langues, notamment l'allemand, de redevenir LV1, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps. Voilà. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais comme je me suis engagé à ne pas parler trop longtemps dans un premier temps. Et je crois que vous allez avoir beaucoup de questions aussi et de remarques, et donc on engage immédiatement le dialogue. Notre rapporteur pour les crédits de la mission scolaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, pardonnez-moi de ne pas appartenir au sérail, mais plutôt au Waterloo des mauvais élèves. Non, je voudrais être plus sérieusement vous remercier de cette présentation qui est le fruit, j'allais dire, d'un travail très approfondi, de beaucoup d'auditions. J'ai vu que vous aviez audité un certain nombre de partenaires, dont des partenaires institutionnels, les ministres, les régions, la Commission de la culture de l'Assemblée nationale, mais pas celle du Sénat. D'où l'intérêt de vous écouter aujourd'hui. Cette petite pique, c'est pour me faire pardonner. C'est pour me faire pardonner de ne pas être taxé de trop lénifiant, car je partage bon nombre de vos propositions sur cette réforme du bac qu'il faut adapter aux exigences de notre société. C'est plus celle des années 50. À l'époque, il y avait les 10% d'une classe d'âge qui passait cet examen. Aujourd'hui, c'est 80%. Et à l'époque, c'était, pour reprendre des termes de votre rapport, quasiment un aboutissement. Aujourd'hui, c'est plus un aboutissement, c'est le sésame pour passer dans l'enseignement supérieur. Et cette massification de classes d'âge qui arrive au bac, elle a des conséquences, je vais dire, sur le bac lui-même, sur l'organisation en termes de moyens humains, de moyens financiers, et même, j'allais dire, sur l'ensemble du segment du secondaire, puisque le troisième trimestre, il est quasiment largement amputé, et surtout dans un pays où l'année scolaire est la plus courte, 144 jours. Si vous perdez une dizaine de jours, ça se connaît sur les résultats. Donc, nécessité de l'adapter, pas de le supprimer, comme certains voulaient le faire, car plus qu'un examen, je veux dire, pour moi, c'est presque un rituel de la vie d'un jeune. Il y a le baptême, la communion, le permis de conduire, oui. Mais je dis le baptême, je n'ai pas dit le baptême religieux, il y a le baptême républicain aussi. Hein, la communion, j'ai parlé de baptême, je n'ai pas dit de baptême religieux, j'ai dit de baptême, il y a le baptême républicain. Bien. Et qu'il faut l'adapter. Et cette adaptation, pour moi, elle conjugue oral, écrit, elle conjugue l'épreuve terminale et le contrôle continu. Et surtout, ce qui me séduit, c'est ce grand oral. Et puis, vous essayez de mettre un terme aussi à la suprématie de la filière S, qui aujourd'hui conduit souvent à des orientations par l'échec. Alors, j'ai 3 questions. La première, elle concerne effectivement votre volonté de réduire la suprématie de la filière S, mais est-ce que vous ne craignez pas que ce qui est fait par la porte, ça revienne par la fenêtre, parce que c'est vrai que c'est les maths, c'est une science exacte. On monte la difficulté d'une équation et on élimine 20%. Il y a peut-être risque de revenir cette suprématie par les maths. La deuxième, c'est le grand oral. Moi, j'y suis tout à fait favorable, car vous l'avez dit, ça permettra aux jeunes d'être en situation qu'il aura affrontée quand il sera étudiant, voire dans sa vie professionnelle. Car il faut savoir, j'allais dire, décrire, il faut savoir convaincre, et c'est les situations donc il devra affronter. Mais si j'ai bien lu votre rapport, dans le grand jury, il y aura 2 enseignants de lycée, ce qui me paraît tout à fait logique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir justement ce grand oral à des personnes extérieures, de la communauté éducative, que ce soit des élus, que ce soit des représentants du monde socio-professionnel? C'est ma deuxième question. Et ma troisième question, enfin, cette réforme, elle ne concerne pas le bac pro, même si vous dites qu'il doit y avoir des passerelles entre les bacs généraux, les bacs technologiques et le bac pro. Est-ce que ce signe qui est donné, puis ça ne concerne pas le bac pro, même s'il y a déjà eu une réforme assez récente, ne risque pas de dévaloriser encore le bac pro?
Ou à l'inverse, est-ce que ça n'est pas aussi pour remettre, j'allais dire, mettre vraiment la finalité du bac pro, qui pour moi, c'est l'insertion professionnelle, même si le jeune souhaite continuer, mais c'est l'insertion professionnelle, et faire en sorte qu'il y ait un parcours plus itératif, que les jeunes qui ont un bac pro rentrent dans la vie économique en leur donnant l'assurance que s'ils sont trompés, s'ils veulent se réorienter, ils pourront le faire. Et aujourd'hui, avec le compte épargne formation, ça devrait faciliter les choses. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, première série de questions, donc première série de réponses. Hop, voilà. Alors, vite sur le grand oral, vous avez lu le rapport, mais pas totalement, puisque je propose effectivement un jury de 3, dont, un peu sur le modèle des jurys de BTS, dont une troisième personne, on a écrit qui ne serait pas un professeur de lycée. Au début, pour tout vous dire, on se disait un universitaire. Et puis quand on a commencé à modéliser, on s'est rendu compte qu'il faudrait probablement 17 à 20 000 jurys, donc 17 à 20 000 universitaires. On n'arrive déjà pas à en trouver pour présider les jurys de bac. Donc on a ouvert en disant quelqu'un qui n'est pas professeur de lycée. Alors bien entendu, si cette décision, enfin cette proposition est retenue, on travaillera sur les conditions concrètes. Il y a des questions toutes bêtes. Est-ce que cette personne doit être titulaire du bac? Est-ce qu'il faut qu'elle ait un âge minimum? Par qui doit-elle être recrutée? Parce qu'il peut y avoir des risques de conflit d'intérêt si c'est le proviseur du coin qui recrute. Est-ce que cette personne peut être parent d'élève d'un élève qui est dans le lycée? Conflit d'intérêt, bon, voilà. Donc, mais en tout cas, il y aura une troisième personne, enfin je propose une troisième personne pour ce grand oral. Sur le bac pro, alors effectivement, comme vous l'avez constaté, il y a deux missions, hein. Il y a une autre mission dont le rapport est remis le 16 février. C'est une députée, Céline Calvez de Hauts-de-Seine, je crois, et Régis Marcon, qui est un chef cuisinier qui travaille en ce moment. Donc j'ai été privé de cette partie-là que je maîtrisais pas. Donc moi, bon. Et puis simplement, vous avez comme à la fin du rapport, j'indique des questions de passerelle, et en particulier la question des lycées polyvalents, parce que en fait, on constate que dans les questions de passerelle, d'ailleurs dans les deux sens, hein, en fait, on se heurte en France. Les passerelles existent sur le plan pratique, enfin juridique, mais elles ne sont pas pratiquées parce que les gamins ne veulent pas changer de lycée, même quand ils sont éloignés de 500 mètres, parce qu'ils ont leurs habitudes, donc ils font des choix finalement par défaut, de filière, etc. Donc une des solutions, c'est les lycées polyvalents. On a discuté avec l'ARF, parce que l'ARF nous a dit qu'ils allaient construire 60 à 70 lycées dans les années qui viennent, alors dans certaines régions qui sont en croissance démographique. Et nous, on leur a dit, ça serait bien dans ce cas-là de penser plutôt des lycées polyvalents, parce que là, pour le coup, physiquement, ça permettrait plus facilement d'organiser des passerelles, voire même d'organiser des enseignements partagés, de façon à ce que ces trois cultures, générales, professionnelles et technologiques, se irriguent entre elles. Voilà. Donc ça, c'était pour le bac pro. La filière S. Alors, la filière S, c'est quand même très paradoxal. Vous avez aujourd'hui 200 000. La filière S, c'est 52% des bacheliers généraux. Donc la filière S, c'est la filière générale du bac général. Et c'est pas une filière d'élite, en fait. Parce que 200 000 sur 620 000 bacheliers, c'est pas une filière d'élite. Non, c'est la filière hôtellerie qui est la filière d'élite. Ou art appliqué, ils sont 3 000 en France. 200 000 élèves. Donc pourquoi? Parce que c'est à la fois la filière où probablement il y a les meilleurs élèves, encore que les meilleurs élèves, mais aussi où on a des élèves assez moyens, voire médiocres, qui d'ailleurs demandent à la sortie du bac une ESTS ou un IUT et piquent les places au bac techno et au bac pro. Donc on a des problèmes et c'est un peu compliqué. Donc et vous savez que une enquête que j'avais lue, 40% des élèves qui sont en S disent qu'ils y sont mais ils n'ont aucune intention de suivre un cursus scientifique. Bon, voilà, donc c'est la filière de sécurité en quelque sorte qui permet de retarder le choix. Dernière information sur la filière S, vous pouvez l'obtenir grâce au coefficient dit littéraire de la filière S, vous pouvez l'obtenir en ayant moins de 5 en maths et en physique. Donc alors faut être fort ailleurs, hein, mais c'est quand même un petit peu interpellant. Donc il ne s'agit pas de casser, attention, hein, dans les propositions que je fais, il ne s'agit pas de casser la filière S, il s'agit plutôt d'organiser la régulation des flux d'une autre manière, pour le prendre différemment. En plus, je ne sais pas si cette proposition, qui est assez disruptive, sera retenue. Hein. Donc, l'idée... Alors après, vous avez demandé, est-ce qu'il ne va pas y avoir le retour de l'impensé, le retour d'une filière d'élite? Écoutez, moi de mon temps c'était C, là c'est S option maths, etc., etc. Bon, je sais, pour tout vous dire, moi je m'en fiche un peu. Ce à quoi j'ai plutôt réfléchi, c'est l'idée que, par exemple, ce que je propose, la majeure maths physique, l'idée c'est que vu le coefficient, vu le poids relatif des maths et de la physique dans cette majeure, les élèves qui la choisiront prendront un vrai risque. Vous voyez ce que je veux dire, par rapport à leur réussite au bac, par rapport à aujourd'hui un élève moyen en maths et en physique qui fait S.
Vous comprenez? Donc moi j'ai plutôt ce raisonnement-là, c'est-à-dire inciter les élèves, surtout leurs parents, hein, en l'espèce, à faire attention. C'est-à-dire, ok, mon petit, va en maths physique parce que ça va continuer à être la filière d'élite, ça ne te coupera de rien. Sauf que les parents et l'élève vont se rendre compte que le poids relatif dans le bac de l'épreuve de maths, de l'épreuve de physique, d'un grand oral qui portera probablement sur maths et physique, fera que si l'élève il est moyen, là, il court un vrai risque. Et je pense que ça peut réorienter des élèves vers des profils, par exemple maths SES, qui correspondront mieux. Voilà. Donc moi, je ne suis pas en train de dire il faut filière d'élite, je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité. Moi, je pense que c'est plutôt filière qui ne prive d'aucune possibilité de déboucher dans l'enseignement supérieur. C'est comme ça qu'il faut voir S aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez et c'est avant. Vous savez, pour l'anecdote, mes 4 inspecteurs généraux dans la commission, ils avaient tous fait des bacs C. 3 d'entre eux avaient fait ensuite une prépa littéraire et normale sup. Moi, j'étais le seul à avoir fait un bac littéraire, à avoir fait un cursus littéraire. Donc, ça a toujours existé, cette histoire-là. Donc, mais parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, les hippocagnes et les hippocagnes, AL et BL, recrutent d'abord des S, puis des ES, puis des L. En proportion, c'est quand même un souci. Vous voyez, bon, enfin un souci. Bon, voilà, donc il faut réorganiser cela. C'est comme ça que je le vois. Donc pas de manière punitive, en voulant interdire qu'il existe une filière d'élite ou je sais pas quoi, mais plutôt en incitant les élèves et surtout leurs parents, en l'espèce, puisque bon, hein, je veux pas, à être un peu plus attentifs à leurs choix, puis à faire des choix tout de suite. Si les gamins ils préfèrent faire des maths et des SES, qu'ils aillent en maths et SES. Moi, dans mon école, j'ai 35% de S qui ont attendu d'avoir eu leur bac pour enfin faire des trucs qui leur plaisent. On est quand même dans une approche punitive du bac en France, parce que S, il y en a beaucoup qui font ça alors que ça leur plaît pas. ES, beaucoup voulaient aller en S, ils n'y sont pas. L, beaucoup voulaient aller en S, ils n'y sont pas. Bac techno, ils voulaient aller en filière générale. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'on a quand même beaucoup de gamins qui passent 2 ans, pour beaucoup, à s'ennuyer dans beaucoup des cours qu'ils suivent. C'est quand même, si vous voulez, en termes d'épanouissement de notre jeunesse, ça pose problème. Voilà, je m'arrête là. Bien, merci beaucoup. Alors, je donne la parole aux collègues qui l'ont successivement demandé, en commençant par M. Quesnel. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Professeur pour, j'allais dire, la passion que vous mettez dans ce que vous présentez. J'aurais une kyrielle de questions à vous poser, mais je vais être bref. La première, c'est qu'en page 10 de votre rapport, je constate que vous parlez du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Et vous ne parlez pas du baccalauréat professionnel. Mais ce n'est pas dans ma mission. C'était pas dans votre mission. J'ai pas oublié. Bon, hein. Mais ceci étant, ça démontre déjà beaucoup de choses, quoi. Hein. Bon, voilà. Le deuxième élément, je reviendrai à l'orientation tout à l'heure, mais je vais d'abord parler de langue vivante. Là aussi, vous proposez plutôt une certification à base de numérique pour les langues vivantes. Moi, je m'interroge quand même un peu parce que, bon, honnêtement, on sait que c'est mal enseigné, les langues vivantes, et que l'essentiel, c'est l'oral, à mes yeux, et pas des QCM. Mais bon, je peux me tromper et vous allez certainement me corriger dans ce domaine-là. Le troisième élément, c'est que, en fait, vous préconisez qu'on prenne en compte davantage le relevé de notes ou les résultats scolaires pour du baccalauréat. Et là, j'en viens à l'orientation. À mes yeux, bon, il faudrait quand même axer davantage sur les compétences pour faire ensuite un choix de cursus et non pas uniquement sur un relevé de notes qui, évidemment, conduit à beaucoup d'échecs, on le sait bien. Autre question. Bon, vous parlez effectivement d'orientation en page 25, mais vous ne faites que l'effleurer au travers d'un seul paragraphe, le paragraphe 8 exactement en page 25, vous ne faites que l'effleurer et en même temps, vous ne proposez pas par après dans cette rénovation qu'il y ait pour l'orientation autre chose qu'une intervention d'enseignants extérieurs ou de professionnels. Ce qui est déjà bien, ce qui serait un pas en avant, mais qui n'est pas suffisant à mes yeux. Dernier élément, on m'a posé la question, pourquoi sur les épreuves dites majeures, vous ne proposez pas une épreuve, par exemple, physique et SVT ou chimie et SVT, par exemple? Bon, c'est une question. Je peux me tromper, hein, bon.
Bon, voilà, je veux bien me tromper, tant mieux. Bien, Madame Mello. Je prends les questions successivement. Merci en effet d'être synthétique, ça permet. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Professeur pour ce que vous venez de nous exposer avec beaucoup de passion. Cette réforme qui est depuis longtemps attendue est courageuse parce que depuis 50 ans, en fait, le baccalauréat a été modifié, mais on se rend compte que bon, on en est toujours au vieux schéma scientifique, littéraire, économique, voilà, très peu de changements. Et ce que vous proposez pourra laisser la place à des profils variés, mieux adaptés à l'orientation vers l'enseignement supérieur. Alors, je me demande si dans l'urgence, puisque l'on vient d'examiner un projet de loi pour l'accès à l'université, il faut aussi, il y aura un impact si cette réforme est adoptée, et faut-il aussi changer le projet de loi, en tout cas l'amender, le modifier, pour adapter cette politique à votre rapport, ou plutôt adapter la réforme du baccalauréat à ce projet de loi. Ça, c'est ma première question. Ensuite, je voulais poser la question de la place des technos et des pros pour l'orientation. Est-ce qu'il faut faire preuve est-ce qu'il faut imposer une orientation ou est-ce qu'on continue à laisser le choix des matières à tous les élèves? Quelle sera en fait l'obligation pour les élèves? Est-ce que l'orientation va continuer de la même façon? Est-ce qu'il y aura en seconde un tronc commun? Ce sera le même enseignement. Et ensuite, est-ce que ce seront les professeurs qui orienteront les élèves ou est-ce que c'est leur choix qui va primer? Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Et sinon, j'approuve totalement le grand oral, le contrôle continu et aussi ce que vous préconisez pour supprimer le rattrapage. Voilà, merci. Merci Madame Mello. Monsieur Magnier. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Professeur pour ce rapport dans lequel on retrouve beaucoup de mesures qui paraissent répondre à des évolutions nécessaires pour le bac. Je pense par exemple au rattrapage que vous venez de dire tout à l'heure. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le rapport, c'est l'utilisation qu'on va pouvoir en faire ensuite. Parce que le rapport, c'est le rapport, mais ensuite, il va bien y avoir des décisions qui vont être prises par le gouvernement et le ministre. Moi, je crains un peu que cette volonté de simplifier le bac ait des conséquences. Des conséquences dans l'allègement des contenus, dans le nombre d'épreuves, etc. En tout cas, ça aura des conséquences sur les élèves d'abord, avec, on peut le craindre, peut-être, et espérons que ça n'est pas vrai, une augmentation des inégalités. Malheureusement, on le sait, aujourd'hui, les inégalités sont fortes à l'école. Sur la classe, avec la disparition éventuelle de ce cadre sécurisant, pour les enseignants, pour les élèves, qui est la classe, puisqu'il en est question. Et puis aussi sur les enseignants, sur leur métier, parce qu'il y a aussi là derrière la possibilité, vous le disiez tout à l'heure, c'est assez compliqué à comprendre peut-être numériquement, mais il y a une volonté là aussi de supprimer 20 000 postes, à travers 20 000 postes qui pourraient être supprimés, récupérés. Alors, il est vrai qu'on ne crée pas des postes pour se faire plaisir ou simplement, mais il y a, on le voit bien aujourd'hui, beaucoup de manques. Et aussi cette fameuse annualisation du temps scolaire. Moi, je suis toujours inquiet quand je vois les préconisations de la Cour des comptes, et c'est une des préconisations qu'elle a depuis de nombreuses années. On peut craindre aussi qu'on fasse des enseignants des VRP de leur matière. Il va falloir expliquer pourquoi on veut aller vers telle matière plutôt que vers telle autre. Et on a connu ça notamment avec les langues vivantes. L'allemand est obligé aujourd'hui de se défendre pour avoir quelques élèves qui vont dans les classes où on fait l'allemand première langue. Alors vous avez essayé de rassurer ceux qui ne sont pas des anglicistes, parce qu'on voit bien que l'anglais aujourd'hui il a une position prédominante dans ce pays, et ça va encore la renforcer, on peut le craindre. Et puis, il y a aussi quelques craintes par rapport à certaines préconisations. La fragilisation des langues vivantes, je l'ai évoqué tout à l'heure, la perte de la valeur nationale du baccalauréat. Bon, c'est quand même le premier grade de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose qui aujourd'hui donne aux enfants des classes populaires en particulier, non pas une raison d'être certainement, mais au moins un objectif, déjà un premier objectif. Et est-ce qu'on ne risque pas là aussi de perdre un peu
de la culture commune pour nos élèves, cette fameuse culture commune que l'on essaie d'implanter pour que les citoyens aient au moins quelque chose de commun dans ce pays, dans les écoles où ils vont. Pouvez-vous aujourd'hui nous rassurer sur le maintien de toutes ces valeurs que j'ai pu évoquer et qui, je le sais, sont les vôtres aussi? Est-ce que cette commande n'aura pas pour objectif de permettre aujourd'hui des annonces qui risquent d'être des annonces de restriction dans le lycée? Merci. Monsieur Ouzoulia. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Jacques-Bernard Magnier, qui correspond aussi à mon point de vue. Moi, je voulais d'abord vous remercier, vous féliciter pour votre enthousiasme, l'énergie que vous avez mis dans ce rapport et qui est très communicatif, comme tout le monde ici l'a ressenti. Et puis, vous avez au fond quelque chose qui crée de l'empathie. C'est votre vision républicaine de l'éducation. Vous considérez, comme beaucoup de nous ici, que l'objectif républicain d'une nation, c'est d'essayer d'élever une population vers plus de connaissances dans sa totalité. Et ça, c'est énorme. Pour autant, et je ne veux pas vous entraîner sur un terrain qui n'est pas le vôtre, mais quand on vous entend, on se demande vraiment pourquoi ce gouvernement a commencé la réforme de l'éducation par Parcoursup, après ce que vous venez de nous dire. Là, ça provoque chez moi un immense désarroi parce que tout montre que la logique aurait dû nous amener à discuter d'abord de ce que vous nous avez proposé ici, c'est la réflexion sur le bac. Et c'est quand même incroyable de vous entendre dire aujourd'hui, et vous avez raison, que malheureusement pour l'accès à l'université, le bac ne compte plus rien, et de valider par la loi que nous allons voter la semaine prochaine un système qui vient à l'encontre de vos propositions et qui fera que demain, le vrai code d'accès à l'université, ça sera la fiche à venir et pas le bac. Donc moi, je suis complètement d'accord avec vous en considérant, et avec les collègues ici, que le bac a des vertus républicaines. C'est en effet un rite de passage qui est essentiel et c'est un outil fabuleux de démocratisation de l'enseignement. Un journal du soir a publié des chiffres très éloquents hier sur les distorsions phénoménales de l'accès à l'université par territoire, où vous avez des sauts de 1 à 2 entre, par exemple, le département de l'Aisne et la région parisienne, dans un système qui n'est pas encore celui de Parcoursup. Donc on voit très bien que le système dans lequel on va basculer, il va renforcer ces inégalités territoriales. Je le dis comme ça parce que je crois que les sénateurs sont plus sensibles à ces problèmes. Et quand on est dans des territoires de relégation, je choque un peu. On sait très bien que dans ces territoires, l'accès à l'université il est beaucoup plus compliqué que dans des territoires parisiens. Alors, juste un petit point, mais bon, vous connaissez mieux que moi, chers collègues, l'histoire de l'éducation. Et moi, j'aimerais rappeler ici que c'est Edgar Faure qui, en 1968, a considéré que l'éducation scientifique et mathématique était un outil très important pour la démocratisation de notre enseignement, parce que sélectionner les élèves sur les humanités, le latin et le grec, c'était uniquement favoriser une classe qui était à l'époque l'élite. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a bien marché, peut-être trop, sans doute. Donc il faudrait imaginer un système qui nous évite de revenir à la sélection par le latin. Enfin, moi, je suis latiniste, ça me plairait bien. Mais le problème n'est pas là. Et vous l'avez dit très justement, tout est un problème d'équilibre. Donc, voilà quelques remarques par rapport à votre propos. Et je ne doute pas de votre sincérité, mais comme mon collègue Jacques-Bernard Magnier, je crains que dans les discussions actuelles, votre rapport soit utilisé avec des finalités qui ne sont sans doute pas les vôtres. Voilà. Merci Monsieur Ouzoulia. Monsieur Lafont. Tout d'abord, merci pour ces propositions que vous avez qualifiées vous-même de centristes. Quelques questions pour... Je crois que c'était central, le terme que vous vouliez utiliser. J'ai déformé alors sans doute.
Non, quelques questions un peu d'impact sur les propositions que vous faites. Bon, d'abord par rapport à un certain nombre de disciplines qui sont actuellement enseignées dans le lycée, je n'ai pas fait un tableau de comparaison, peut-être l'avez-vous fait, entre celles qui sont enseignées actuellement et celles qui le seraient demain. Est-ce qu'il y a des disciplines qui sortent totalement du lycée? Non, aucune. Elles peuvent toutes retrouver leur place. Ça rejoint un petit peu, mais de façon avec un angle différent, la question aussi posée sur les enseignants et postes d'enseignants. Est-ce que certains pourraient être impactés par les propositions que vous faites? Une deuxième question, bon, peut-être un peu marginale, mais quoique, par rapport à l'objectif de 80% de réussite au bac, on sait qu'il est largement atteint, voire même dépassé, il était assez facile à atteindre avec un contrôle final. Dès lors qu'on introduit du contrôle continu, ça peut, me semble-t-il, être un peu plus compliqué parce que le contrôle final, c'est assez facile de mettre la barre d'élèves qui atteignent les 80%. Et puis, dernière question, je ne crois pas l'avoir vu dans votre rapport, compte tenu de la quand même une relative complexité à mettre en œuvre, compte tenu du fait que ça ne concerne pas uniquement le bac, mais tout le parcours, les 3 années de lycée, de votre point de vue, quelle serait la date réaliste de mise en œuvre de la réforme? J'imagine qu'on ne peut pas la mettre en 6 mois, ni même peut-être 18 mois. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, serait une date réaliste? Bien, donc notre invité demande à ce qu'on puisse répondre au premier volet de questions. Mais ne vous inquiétez pas, mes chers collègues, vous êtes tous notés pour pouvoir intervenir. Donc chacun aura le temps largement de poser ses questions. Bien. Alors, je m'excuse, je vais essayer d'aller vite. Enfin, d'aller vite, non, enfin, prendre le temps, mais... Alors, donc bac pro, je passe, effectivement, je l'avais dit tout à l'heure. Bac technologique, on a eu une vraie réflexion. Le problème, c'est que le bac technologique, il est souvent stigmatisé. Donc moi, je voulais, au départ de ma réflexion, un petit peu proposer de dédifférencier, comme on dit, bac général, bac technologique. Et puis en fait, dans les auditions, comme quoi elles sont très utiles, les profs des filières technologiques ont quand même beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait un vrai rythme, qu'il y avait une pédagogie qu'on appelle inductive, qui correspondait plutôt au profit des élèves, et que donc il fallait être attentif à ne pas perturber, en plus quelque chose qui a été réformé il y a peu de temps, et dont la réforme n'a pas encore été évaluée. Donc je suis plutôt sur un modèle où on n'y touche pas trop, même si on fait 4 épreuves terminales, on met dans les maquettes du lycée, j'ai proposé que ce soit un système majeur-mineur comme pour le reste, mais en préservant globalement cela. Bon. Les langues. Attention, je propose certification de langue, mais ça n'empêchera pas que les élèves seront quand même évalués classiquement, si vous voulez. Hein. Il y aura donc une certification, mais il y aura quand même des épreuves de langue à l'oral, comme elles se font aujourd'hui, même si tout le monde est d'accord pour dire qu'elles ne sont pas du tout satisfaisantes, parce que c'est de l'abattage, c'est pas anonyme, puisque évidemment, et en plus, pendant ce temps-là, les élèves des autres classes n'ont pas cours, puisque leurs profs sont en train de faire les évaluations de langue. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des petites choses sympathiques. Sur le relevé de notes, la prise en compte des compétences, la question des compétences à côté des notes. Alors on vient lentement vers Parcoursup. Moi, effectivement, je pense qu'une note, c'est comme un sondage, c'est une vérité à un moment donné du temps. Donc c'est pour ça que dans le supplément au diplôme dont j'ai parlé tout à l'heure, je propose qu'il y ait la question des compétences qui soient indiquées. Ce qui fait qu'au fond, il y aurait à la fois, j'allais dire la note, mais aussi, et ça commence à exister, hein, puisque les profs commencent à remplir, et là, si ça devient plus obligatoire et plus officiel qu'il y a le supplément au diplôme, je pense que les collègues du lycée le feront de manière, on va dire, plus systématique et plus sérieuse, si je peux me permettre cette expression. Ce qui veut dire que dans l'enseignement supérieur, ils pourront regarder la note, ok, il a eu 12, mais qu'est-ce que ça dit en termes de littéraire? Qu'est-ce qui est écrit à côté? Je pense que ça, c'est aussi un outil de démocratisation, même si je fais très attention, parce qu'au début, pour tout vous dire, je me disais, l'acquisition par compétence qui est aujourd'hui au collège, on va la proposer au lycée, mais attention, il ne faut surtout pas dire aux professeurs de lycée qu'on va faire quelque chose qui existe au collège, puisque évidemment, on ne mélange pas, enfin, vous voyez, c'est un peu comme nous avec le lycée. Oh là là, il faut bien distinguer. Sur l'orientation, monsieur le sénateur, vous êtes arrêté trop tôt. Il y a 3 pages plus loin, page 41-43. Où je développe complètement sur l'unité d'accompagnement et j'explique de façon assez détaillée ce qu'on peut faire en matière d'accompagnement des élèves. En plus, c'est quand même mon domaine de spécialité avec ce que j'ai mis en place dans mon école. Donc, voilà, vous pourrez lire 41-43. Un peu plus loin dans le rapport. Alors, sur les matières ou les disciplines enseignées, les disciplines qui sont passées en examen terminal. Ça ne va pas vous surprendre, mais quand on dit qu'il n'y a plus que 4 épreuves en terminale, vous avez plein de disciplines qui se disent, ça y est, ma discipline n'est plus une épreuve terminale du bac, ça y est, j'ai raté ma vie. Hein, c'est comme la Rolex à 50 ans. Et donc, la solution avec les majeurs,
elle est très habile, mais elle est pas mal, c'est qu'au fond, les élèves qui vont être dans une majeure maths physique, ils vont passer maths physique en épreuve terminale du bac. Les élèves qui vont être dans une majeure SVT physique, ils vont passer SVT et physique. Et au total, eh bien, toutes les disciplines, disons, classiques du lycée seront passées en épreuve terminale du bac. Donc moi, je pense en termes, disons, d'acceptabilité par la communauté enseignante de la réforme, symboliquement, le fait de dire vous allez avoir des gamins, des notes à donner en épreuve terminale du bac, je pense que c'est, si vous me passez l'expression, pas mal joué en termes bon, puis en même temps, ça a du sens. J'avance. Parcoursup. Je fais une fusion centriste communiste de Parcoursup, mais moi, je suis le roi de la synthèse. Hein. Et donc, alors, vous êtes en train de voter. Non, puis ça marche plus trop. Hein. Comment dire, sur Parcoursup, alors là j'abandonne, puisque c'est filmé, j'abandonne mon statut de chargé de mission auprès du ministre pour m'exprimer en tant que spécialiste de tout ça, pour tout dire, parce que je me suis beaucoup occupé d'APB à une époque où le ministère voulait absolument que les IEP rentrent dans APB, et où évidemment nous avons résisté avec le soutien de Sciences Po Paris à l'époque et de Richard Descoings, même si bon, alors si vous voulez des idées pour améliorer Parcoursup, enfin des idées, à mon avis il y en a deux au moins. La première, c'est que les dates, il me semble que les dates sont trop précoces, notamment pour les élèves les plus fragiles, parce que 15 janvier, ça veut dire que, voilà, donc moi je crois que, et de toute façon, je l'ai dit c'est public, je l'ai dit dans un débat à l'AEF avec le recteur Filâtre, moi je pense que 15 janvier, 15 mars, c'est pas bien, enfin, il y a des contraintes techniques, hein, et je pense qu'on pourrait décaler. Et en décalant, je crois qu'en termes d'égalité des chances, c'est bien. Et j'ajoute, alors pour le faire, parce que vous allez me dire, oui, mais bon, ça pose problème ensuite pour les vœux, ben, je crois qu'il faudrait peut-être, alors je vais me faire, il faudrait à nouveau hiérarchiser les vœux. Parce que aujourd'hui, vous avez en fait techniquement ou potentiellement 6 millions de vœux. Hein, alors évidemment, vous avez des facs qui disent, regardez, c'est génial, on a 20 000 candidats. Hein, enfin, c'est génial. On a 20 000 candidats, mais 20 000 candidats, si c'est en réalité, si on classait les vœux, ils n'en auraient que 50 de candidats, ça se trouve. Je sais pas, j'exagère. Et ce qui est en train aussi, ne l'oubliez pas, ce que je viens de dire, je répète, j'ai abandonné ma casquette. Hein, je suis redevenu universitaire totalement indépendant, garanti par la Constitution. C'est que l'effet de ce que je viens de dire, c'est que ça a probablement eu des conséquences en termes de durcissement des attendus locaux. C'est-à-dire qu'en fait, comme les collègues se sont dit, on va avoir 15 000 ou 20 000 candidats en L1 de droit à Assas, on va mettre des attendus où en gros il faut être fils d'avocat pour être pris. Hein. Et donc, je crois que ça serait une mesure, disons, de bon sens, me semble-t-il. Et très honnêtement, si la réforme que j'ai proposée, elle passe dans ces grandes lignes, bon, je pense qu'il faut que ça soit modifié. Enfin, voilà, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et notamment parce que vous avez aussi probablement des facultés qui vont organiser la rareté de leur place pour finalement justifier d'une dimension sélective. Or, moi, je l'ai dit sur France Inter de manière très très claire, vous avez eu la gentillesse de dire que j'étais républicain. Ça peut vous surprendre, j'ai dirigé une grande école. Moi, je suis contre la sélection. Je pense que, par contre, je suis pour une orientation réussie. Si les élèves sont effectivement accompagnés de manière ambitieuse, suivis durant le cursus du lycée, les problèmes qu'on a aujourd'hui de malorientation, de mauvaise orientation, se traduisant par un échec massif, notamment des catégories populaires, sera en partie réglé. Vraiment. Et j'ajoute à ça que si les élèves de bac pro, de bac techno, qui, de mémoire, c'est 18% de bac techno et 8% de bac pro qui vont en L1. Donc c'est pas grand-chose, mais tous se plantent. Hein. Si on restaurait ce qui existait au tout début, hein, avec les IUT par exemple, hein, que les places, disons dans ces filières-là, sont plutôt pas réservées, mais en tout cas par priorité attribuées à ces élèves-là, a priori la régulation du système ou du marché se ferait beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que finalement les élèves de bac techno, de bac pro qui sont en première année de licence, ils y sont, mais ça n'était pas leur premier vœu. Ils y sont parce qu'ils ont été rejetés des filières qui leur correspondaient mieux. Voilà, donc là vous avez mes réponses. Je pense qu'on peut arriver à être... Après, j'ai bon espoir, si la réforme dont je parle moi, dont je m'occupe un peu, passe et réalisée dans ces grandes lignes, j'ai bon espoir que les intérêts supérieurs de l'éducation nationale se fassent entendre par rapport aux intérêts supérieurs de la réforme Parcoursup, qui a été dictée par une crise ponctuelle dite du tirage au sort. Passons, mais voilà, et je pense qu'il ne faut pas oublier, si on prend les facs de droit par exemple, je connais bien, j'enseigne en fac de droit, les collègues des facs de droit qui ont toujours été
comment dire, très jaloux du fait que les IEP leur piquaient les bons juristes, se sont dit on a là une fenêtre d'opportunité formidable pour faire de la sélection. Ça y est, enfin, on va pouvoir sélectionner. Donc, ils ont inventé des attendus qui sont quand même, me semble-t-il, très problématiques. C'est-à-dire que les attendus, pour moi, doivent être des dispositions générales. C'est normal, parce que ça aide les élèves à s'orienter quand même. Mais pas des attendus du type, il faut le BAFA, bientôt le permis de conduire, etc. Bon, je pense qu'il faut des attendus qui soient plus généralistes, plus dispositionnels, je veux dire comme ça, que presque des attendus en termes de notes ou en termes de matières qu'on aurait suivies. Parce que là, on est à l'inverse de la fameuse promesse républicaine d'un bac qui doit permettre aux élèves d'accéder à l'enseignement supérieur. Voilà. Donc là, j'ai fait mon moment de gauche. Donc je reviens sur d'autres choses. Ouais. Mais sur l'organisation du lycée. Et je réponds aussi, monsieur le sénateur, à la question de la date. La feuille de route, c'est les premiers bacheliers de ce nouveau bac en 2021. Donc, ça veut dire les élèves qui rentrent en seconde à la rentrée prochaine seront les premiers bacheliers de ce nouveau bac. S'agissant de la seconde dans le rapport, moi j'ai dépeint la seconde telle que je la conçois idéalement, mais à la rentrée prochaine, vous le savez bien, les DHG ont été déjà notifiés, donc le ministre va probablement faire des propositions de modification de la seconde à la rentrée prochaine qui seront très modérées pour tenir compte du fait que la machine est lancée pour la rentrée prochaine. Je pense que ça sera la rentrée 2019 qui sera plus disruptive, à la fois sur les programmes, parce qu'il y a tout un travail du CSP qui s'engage sur les programmes, sur la nature des épreuves, je l'ai écrit dans le rapport, je crois beaucoup qu'en faisant évoluer le type d'épreuve qu'on organise, on agit aussi sur la préparation à l'enseignement supérieur. Par exemple, il y a un type d'épreuve qui n'est pas préparé au lycée dans le cadre du bac, qui est très utile dans le sup, c'est la note de synthèse. Pour tous les élèves qui vont dans des formations plutôt de type juridique, ils ne sont pas formés, donc ça serait bien que dans une des disciplines, il y ait une note de synthèse. Et donc, ce sera plutôt la rentrée 2019 qui sera concernée. Et puis si je suis suivi dans mon menu un peu, pas à la carte, mais le menu du lycée, bien sûr, c'est les élèves qui rentrent en première qui seraient concernés donc à la rentrée 2019. Ce qui nous laisse un peu de temps par rapport à une réforme que vous êtes en train de voter, un peu de temps, mais pas tant que ça non plus, parce que pour que les programmes nouveaux puissent être mis en œuvre à la rentrée 2019, par rapport au temps de réalisation, de conception des programmes, d'édition des programmes par les éditeurs en ligne, etc., il faut un petit temps en termes de rétroplanning. Bon. Les conséquences négatives, je le sénateur, enfin négatives. Le groupe classe. Alors là, ce qui est très étonnant, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais en audition, vous avez des gens, d'ailleurs des syndicats, les uns vous disent le groupe classe c'est la mère des batailles, il faut le groupe classe jusqu'au bout, et d'autres qui vous disent le groupe classe n'a plus aucun sens au lycée. Moi, ça m'a un peu déstabilisé, vous voyez, selon l'école. En fait, quand on regarde mes propositions sur le lycée, qui seront peut-être pas celles du ministre, c'est que le groupe classe, il est préservé, sauf sur la partie unité d'approfondissement et complément. Ce qui veut dire qu'en gros, dans un lycée, sur 28 heures semaine, le groupe classe peut être préservé sur 20-22 heures. Ce qui est pratiquement le cas aujourd'hui, vous savez, dans une classe avec les options facultatives. Bon, voilà. Sur l'accroissement des inégalités. Alors, vous avez raison de dire l'accroissement parce que voilà. Alors vous avez peut-être vu sur les majeurs, donc cette espèce de menu du restaurant, si on parle comme ça. Moi, je me suis dit, on ne peut pas laisser les lycées proposer les majeurs qu'ils veulent. Donc les doublettes de discipline. On est l'éducation nationale, il faut une offre nationale de majeurs. C'est pour ça que moi j'en ai proposé 9 pour le bac, en disant il faut que tous les lycées proposent ces majeurs-là, et dès lors qu'ils les proposent, ils peuvent proposer des majeurs d'établissement. Ça, je pense aussi que ça a du sens, vous savez, pas uniquement dans les lycées de centre-ville. On peut avoir des lycées qui peuvent proposer une majeure art et informatique parce que pas loin, il y a des entreprises qui forment Voilà, vous voyez, c'est ça. Mais on commence par dire il faut des majeurs nationales, proposées partout. Il faut qu'il y ait un menu national du restaurant et ensuite, éventuellement, des plats, selon les terroirs respectifs. Sur la suppression des postes, alors moi, j'ai fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans les volumes horaires que j'indique par unité, quand vous additionnez, vous êtes sur le volume horaire actuel du lycée. D'accord ? Et, comme vous l'avez peut-être vu aussi, les options facultatives, etc., sont également prévues comme mineurs optionnels. Donc moi, j'ai raisonné à lycée constant. Voilà, parce que je pense, même si après on pourrait se dire entre nous, il y a des mineurs facultatifs qui sont très très dévoreuses de volume horaire. Vous avez des mineurs que par ailleurs moi j'aime bien, cinéma, théâtre, art, c'est 9 heures par semaine. Donc ça c'est. Et puis parfois il n'y a pas beaucoup d'élèves, et puis c'est surtout dans des lycées particuliers, pas partout, vous voyez. Bon donc, mais moi j'ai raisonné, j'ai pas raisonné suppression de poste, j'ai raisonné volume horaire constant. L'annualisation, moi si vous voulez. À titre personnel, parce que là c'est à titre personnel, le ministre n'est pas hyper ravi que je mette ça dans le rapport. Mais bon, sur la semestrialisation et l'annualisation, moi je me dis comme ça, un agrégé doit faire 15 heures semaine.
On est d'accord? Sur 36 semaines. Moi, je me dis, si il est prévenu en début d'année, hein, c'est-à-dire si en septembre, il a un emploi du temps, en début d'année, qui fait qu'au premier semestre, il enseigne 13 heures, et au deuxième, 17 heures, il ne va pas mourir quand même. Comme à l'université. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai même dans le rapport, serré les vis en expliquant que les heures sup devaient être enclenchées malgré tout dès le début. Parce qu'évidemment, les profs que je connais bien, ils se disent c'est une opération pour intégrer les heures sup dans les services. Donc moi, dans le rapport, j'ai indiqué ça. Parce que, vous voyez, moi je trouve que la semestrialisation, elle peut avoir du sens pour les gamins. Bien entendu, il faut sécuriser les profs. Ce qui veut dire que dans ce qui fait que la modularité du cursus, moi ce que j'ai proposé, c'est que les élèves, quand ils choisissent des mineurs qui peuvent changer entre semestres, ils les choisissent en début d'année, pas en cours de semestre. Comme ça, les profs, ils savent en début d'année les choses. Et puis, s'agissant des collègues de la concurrence entre disciplines, en fait, vous savez bien, les profs ont un service à faire. Bon, donc, quand j'ai discuté avec les proviseurs, ils m'ont dit que c'est plus l'offre d'enseignement qui va structurer la demande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, évidemment, que le prof de telle discipline, qui est connu pour être soit psychopathe, soit pas très bon, n'ait plus personne. Parce qu'on dirait aux élèves, choisissez, etc. Vous voyez? Donc, là, il y a des formules qui peuvent exister, qui sont pas satisfaisantes du tout sur le plan de la démocratisation, enfin, du libre choix, mais qui sont satisfaisantes par rapport à ce que vous avez dit. C'est ce qu'on fait dans le SUP. C'est un nombre de places par cours. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on dit, voilà, il y a un cours de sciences politiques, le mien, par exemple, qui est rempli en 5 minutes, bien sûr. Et puis, en 3 minutes. Et puis, on a d'autres cours. Les élèves qui ne sont pas pris parce qu'il y a 50 places dans tel cours, ils prennent un autre cours. Oui, alors c'est pas génial, parce qu'après, vous avez des élèves qui vont y aller entrer dans les pieds. Voilà, mais au moins, ça permet de stabiliser. Bon, dernière chose, valeur nationale du bac. Bon, écoutez, moi, dans ma mission, je considère que le bac demeure absolument à la fois le diplôme de fin d'études secondaires et le diplôme d'entrée dans l'enseignement supérieur. Les 3 bacs, hein, enfin, bon. Donc, pour moi, évidemment, ce bac doit garder ou préserver sa valeur nationale. Maintenant, ça veut dire quoi, sa valeur nationale? Quand plus de 50% des élèves aujourd'hui sont pris dans des filières sélectives pour lesquelles vous comprenez, donc il y a une espèce un peu d'ambiguïté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait, moi je suis allé dans des lycées plutôt populaires, où les gamins disaient, attendez, arrêtons de nous jouer de mots. On sait très bien que j'ai eu mon bac à Valentinier ou en Seine-Saint-Denis ou à Henri IV, ça ne nous gêne pas tant que ça. Vous voyez, mais on y est attentif. Donc sur le contrôle continu, moi, j'ai, dans le rapport, fait beaucoup de propositions sur la standardisation des épreuves permettant de préserver ce caractère national. Mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que c'est peste ou choléra, parce que plus on va standardiser ces épreuves ponctuelles, plus on va emboliser le fonctionnement du lycée en termes d'organisation. On va recréer vous voyez, les épreuves à un autre moment. Donc il faut qu'on trouve un équilibre. Moi j'appelle ça des bacs blancs XXL, parce qu'aujourd'hui il y a des bacs blancs dans les bahuts. Hein. Donc des bacs blancs, mais avec une banque nationale de sujets, par exemple. Peut-être pas de l'anonymisation, mais de la circulation de copies entre établissements, dont les établissements privés, qui doivent être dans la boucle, parce qu'autrement ils notent différemment. Hein voilà. Alors je continue rapidement. Éducation scientifique et mathématiques. Vous savez que le bac était à l'oral au début. Au tout début, il était à l'oral et en 1830-1840, on est passé également à l'écrit parce qu'on pensait que les élèves, les bacheliers qui étaient très peu à l'époque, étaient mauvais à l'écrit parce qu'ils ne passaient qu'à l'oral. Il faut toujours trouver un équilibre entre oral et écrit. Il faut aussi trouver un équilibre, discipline scientifique, discipline plus classique. Le ministre, et moi je suis d'accord avec lui, il considère que ça peut paraître fou de dire ça, mais que les compétences de base à l'entrée du lycée ou au lycée, c'est le français et le calcul. Voilà, hein, et ensuite on enclenche. Mais je suis assez d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas qu'on remplace les compétences mathématiques par d'autres types de compétences. Il faut que les élèves soient multi-compétences, j'espère. Hein, et puis que même s'ils font un choix plutôt mathématique, ils puissent aller en fac de droit, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui est important. J'ai presque terminé. Donc sur les disciplines, écoutez, alors, en fait, voilà. Là, je parle de mes propositions sur le lycée. Je ne sais pas si elles sont suivies. Symboliquement, il y a des collègues, bon, je me suis quand même fait un petit peu insulter, mais pas trop. Il y a des collègues qui disent « Ah, ma discipline n'est plus dans le tronc commun, c'est la fin des haricots ». Moi, je réponds en disant « Écoutez, si on veut du volume horaire pour que les élèves puissent approfondir, il faut alléger le tronc commun ». Et dès que vous dites alléger le tronc commun, oui, tout le monde est pour, sauf qu'ils veulent garder leur discipline. Hein. Donc, on a fait des choix. Alors, je prends des exemples très concrets, SVT, physique, chimie et SES, qui ne sont pas dans le tronc commun en première et en terminale. Mais
évidemment, sont proposés en majeur, en mineur, ce qui veut dire que les élèves qui sont intéressés par ces disciplines peuvent avoir un volume horaire dans ces disciplines équivalent à ce qu'il y a aujourd'hui, pour les élèves qui en font le plus. Mais symboliquement, effectivement, moi j'ai défendu en disant à des collègues, écoutez, c'est peut-être intéressant de ne pas avoir tous les élèves, mais mieux d'élèves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire en fait de ne pas avoir les 100% des gamins, mais d'avoir des élèves qui vous ont choisi. Donc vous avez moins d'élèves, mais des élèves qui sont motivés pour suivre vos enseignements. Voilà. Mais il y a une problématique de culture scientifique quand même, j'y reviens. Et alors j'ai proposé, je ne sais pas si ça sera retenu, 2 choses un peu originales. En première, j'ai proposé qu'il y ait en mineur un enseignement de culture humaniste, parce que je crois qu'il y a une vraie problématique de culture humaniste plutôt pour les scientifiques. Et puis en terminale, j'ai proposé un enseignement commun de culture et démarche scientifique, commun, parce qu'il y a vraiment des problématiques aujourd'hui de culture scientifique et de capacité à analyser un sondage, une courbe, tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est bien pour des futurs citoyens d'avoir ce minimum de culture sur les fake news, sur le complotisme, les vaccins, le réchauffement climatique, etc., etc. Et en plus, je pense qu'on peut faire des enseignements super intéressants, pluridisciplinaires. Attention, donc il faut dire aux collègues, attention, cet enseignement est pluridisciplinaire. C'est un peu comme EMC, parce qu'il y a un historien présent. EMC, bien sûr, de mon point de vue, aurait vocation à être un enseignement partagé, on va dire, entre les collègues d'histoire géo, de SES et de philo. Il semblerait que les collègues d'histoire géo considèrent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent enseigner cette discipline. Bon, ok. Mais vous voyez, parce que le risque, c'est ça. Quand on invente des intitulés de cours qui ont vocation à être pluridisciplinaires, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une régression vers les disciplines. C'est-à-dire que les collègues, hop, disent « Ah non, c'est moi, je préempte ». Donc, culture scientifique, on s'est mis d'accord avec les profs de maths, de physique, chimie et de SVT, avec leurs associations disciplinaires, pour qu'ils pensent le cours ensemble. On verra. Classe d'âge. Écoutez, on a fait des modélisations, alors c'est 80%, vous le savez, grâce au bac pro, hein, parce que depuis 10 ou 12 ans, ce n'est que le bac pro qui permet de gagner des parts de marché sur les classes d'âge. On a fait disons que les projections qu'on a faites donnent des éléments en termes de diminution des mentions et également des notes au-dessus de 20, qui m'ont toujours fait beaucoup rire, mais pas a priori sur le pourcentage de réussite au bac. Enfin, pardon, le classe d'âge, pourcentage, bon, voilà. Et donc, réforme 2021. Voilà pour l'audition de Pierre Mathiot, qui est donc à l'origine d'un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre sur la réforme du bac. Une réforme qui préconise notamment la suppression des filières actuelles, L, ES et S, au profit d'un système de majeurs et de mineurs. Également la mise en place d'un futur grand oral et la réduction du nombre d'épreuves finales au profit de contrôles continus ou d'examens ponctuels tout au long du reste de la scolarité. Pierre Mathiot, en effet, est très sévère à l'égard du bac actuel. Il estime que c'est devenu un monstre organisationnel qui ne prépare pas suffisamment à l'enseignement supérieur. En tout cas, on aura les réels éléments de la réforme du bac le 14 février à la suite d'une nouvelle consultation par Jean-Michel Blanquer. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.